Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un épisode de ma question préférée. Aujourd'hui, on va se poser une question, c'est faut-il encore investir dans l'immobilier ? Donc, vous allez voir l'épisode en 2024, donc ça sera pour l'année 2024. Je ne vous souhaite pas le meilleur pour cette année. Pourquoi ? Parce que on enregistre, on est toujours en 2023, le 18 décembre. Je vais vous souhaiter tout d'abord de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et si une bonne résolution pour 2024, c'est vous abonner à la chaîne. Ça permet de nous faire connaître, de commenter, de liker le contenu. Donc pourquoi ma question, je me suis posé cette question, faut-il encore investir dans l'immobilier ? C'est suite à une discussion en février dernier avec une chargée de partenariat d'une société de gestion en immobilier, où je commençais à être un peu sévère sur les taux de rendement de l'immobilier versus le sans risque qui remontait. Et elle m'a posé cette question de dire, mais quoi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas arrêter d'investir dans l'immobilier ? Et là, je me suis dit, ah ouais, est-ce qu'en France, il serait interdit de ne pas vouloir investir dans l'immobilier ? Est-ce que ce serait un crime de lèse-majesté voilà, est-ce que c'est une classe d'actifs sacrée ? Donc pour ça, on a 3 invités sur 3 types d'immobilier différents. On ne pouvait pas traiter tous les moyens d'investir dans l'immobilier. Donc, on a Benoît Conny de chez Remake. Salut Benoît. Salut Yoann. Ça va ? Très bien et toi ? Très très bien. Donc, on va parler des SCPI. Je crois que l'actualité est plutôt chargée. Chaude. Chaude, bouillante. Voilà. Alexandre Fitoussi, donc de Beanstalk, fondateur, c'est ça ? C'est ça. Voilà, avec tu as des associés ? Une associée, ouais, Emma. Une associée, ok. Et Myriama K Mariama, pardon, excuse-moi, tu vois. Premier lapsus, ce qui veut dire que si vous faites des boulettes comme je viens de faire, c'est pas grave. Hein. On les assume totalement. Il n'y a pas de montage, voilà. Donc oui, merci beaucoup de remplacer Alexandre Toussaint qui a des problèmes de train de chez Baltis. À Lille. Donc, voilà, donc toi tu disais tu t'occupes de la relation client CGP, c'est bien ça ? Exactement, tout à fait. Relation partenaire, donc je m'occupe de commercialiser notre produit auprès de professionnels, donc comme toi. Crowdfunding, ok. Ouais. Donc moi ce que je vous propose, un petit tour de table pour parler un petit peu de votre background perso et en quoi vous êtes légitime, vraiment en quelques mots. Tu gardes la parole ? Petit background de présentation. Oui. Petit background, donc moi j'ai fait une partie de ma carrière à Luxembourg, Ah, où ça ? chez Société Générale Private Banking. D'accord. Donc j'ai travaillé sur pas mal de classes d'actifs différentes. Et notamment tout ce qu'on connaît sur le contrat d'assurance vie luxembourgeois qui nous permet de faire pas mal de choses et pas mal d'IMO. Et après cette petite carrière au Luxembourg, j'avais très froid et je m'ennuyais, donc je suis rentrée à Paris. Et j'ai rejoint donc Alexandre qui avait déjà monté Baltis depuis 2-3 ans et qui m'a demandé de venir l'épauler pour commercialiser et déployer le produit sur toute la France. Ok, c'était quand ta période au Luxembourg ? C'était pendant Covid. Donc presque 2 ans, Ah ouais. pendant le Covid, tout était fermé, c'était pas très joyeux, mais c'était une bonne expérience, donc j'ai appris pas mal de choses quand même. Moi je suis passé par le Luxembourg en 2011, Ouais. il n'y avait pas le Covid. C'était pareil. Voilà, mais bon, après non, si t'aimes la nature, je pense que comme moi, t'étais un peu jeune et on avait d'autres aspirations que aller faire du vélo en famille ou voilà, des activités ou que t'apprécies quand t'es un peu plus âgé, que t'as une autre vie de famille. Ouais. Diplômé de l'INPI, j'ai vu. Diplômé de l'INPI, ouais, tout à fait. Bah, la meilleure des formations. de centres de formation. Il y a... Ouais, diplômé de l'INPI, comme Alexandre d'ailleurs, et comme pas mal des collabs chez Baltis. On est un peu une team INPI. D'accord. Aussi, voilà. Quelle année 2009 ou 2010, je sais plus. Ok. 2010. Ok. Ouais. Moi 2020, 2019, okay. pardon. Donc diplômé de l'INPI, donc pas mal d'anciens pas mal d'anciens camarades qui sont aujourd'hui mes partenaires. Donc toujours ce réseau qui fonctionne très bien à l'INPI. Ok, mais ça nous permet d'embrasser Thibaut Brochard. Tout à fait. Voilà, un ancien de l'INPI, un ami commun avec Benoît et moi, mes copains qui écoutent. Et félicitations à Simon-Pierre Richard pour cette belle nomination en tant que directeur de Head of Logistique de chez JLL. Voilà, félicitations à toi, Simon, si tu passes par là. Alexandre ? Alors, mon histoire avec l'IMO, elle a commencé il y a à peu près 6 ans. Donc moi, mon background à la base, c'est que je travaillais en finance, finance de marché, finance corporate chez Lazare, chez EY. J'ai fait un peu de M&A aussi
dans des petites boutiques. Et j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi, mais j'ai gardé en tête que les placements, c'était du long terme et que quand on avait un salaire, ça pouvait être pas mal pour emprunter de l'argent. Donc, quand j'avais 24 ans, j'ai acheté 2 appartes à Paris sans avoir la moindre idée de ce que j'étais en train de faire. Et j'ai bien aimé le concept. Quand j'ai vu, je trouvais que c'était joli les travaux, que ça se trouvait vite un locataire à Paris. Et je me suis dit, j'ai toujours pas compris la mécanique, mais ça a l'air pas mal. Aucune idée de ce qu'était la LMNP, de ce qu'était un effet de levier, de combien il fallait mettre d'apport. Je me rendais même pas compte que les taux étaient bas d'ailleurs. Et finalement, j'ai acheté comme ça au total 19 appartes en 5 ans. Et j'ai fini par monter Beanstalk, qui est une société qui accompagne des particuliers dans l'investissement locatif. Et je dois dire que maintenant, je suis plutôt fan de la LMNP et je comprends un petit peu mieux ce que c'est. Voilà. D'accord. Et pour parler un petit peu, on reviendra un petit peu aussi sur l'activité de vos sociétés. Donc, vous faites quoi? Vous sourcez, vous accompagnez sur les travaux? C'est ça. On va sourcer le produit. On va traiter également la question du financement. C'est nous qui allons être courtiers sur le crédit immobilier. On va gérer... Vous êtes lié au BSP, c'est ça? Comment? Vous êtes en termes réglementaires On est à l'ORIAS. Donc c'est en IOBSP, ok. Exactement. Et on va gérer la partie travaux, la mise en location, la partie comptable. Et voilà. Et maintenant, on travaille de plus en plus d'ailleurs avec des CGP. Ouais, j'ai eu un coup de fil, j'ai oublié son prénom, très sympa. Ah, il y en a plein, des très sympas. Quelqu'un qui doit être spécialisé dans le développement CGP. Ok. Voilà. Okay. Une fille, un garçon? Une fille. Camille? Ah, ça me dit peut-être Camille. Ouais, peut-être Camille, ouais. Voilà. Au cas où on a échangé sur la gamme. Voilà. Ok. Donc, je suppose que vous faites ameublement, comme ça, comme les... Le but, c'est qu'on fasse vraiment tout, que le client il se repose complètement sur nous. Ok. Et vous développez quelle ville? Alors là, on travaille dans une 12aine de villes en France, mais Paris représente quasiment la moitié. Enfin, Paris et Grand Paris, c'est quasiment la moitié de l'activité. On travaille beaucoup sur Marseille et Lille. Okay. C'est vraiment les 3 grands pôles sur lesquels on travaille. Okay. Et après... Mais je te poserai une question notamment sur Lille que je voulais poser à Alexandre Toussaint parce qu'il est originaire de là-bas et je me posais la question pourquoi que c'était une ville. Moi j'en entends que du bien, je connais très mal, j'y suis allé 2-3 fois et le prix au mètre carré n'a pas l'air de décoller. On va en parler. Et voilà, je voulais voir si c'était une anomalie ou me poser la question. Benoît, toi? Alors nous on s'est croisés, je ne sais pas si on peut le dire. Oui, mais, bien sûr. On se connaît depuis 2015. Ouais. Non, 2014. Moi, je suis arrivé en avril 2015. Avril 2015. Donc, tu étais sur le départ, je pense. Ouais. Ou on s'est croisés, ou alors on s'est croisés via des copains communs. Mais en tout cas, j'ai travaillé, donc je passais par j'ai été mandataire pour un CIF. Je suis passé par un cabinet de Paris assez connu. J'ai fait ça pendant un petit moment. Donc c'est là qu'on s'est croisés à l'époque. Ensuite, je suis parti côté B2B, où j'ai travaillé pour Oradea-Vie, qui est la filiale CGP de l'assureur du groupe Société Générale qui s'appelle Sogecap. J'ai fait quelques années là-bas, donc c'est là que j'ai démarré ce métier de distribution auprès de professionnels agréés. Donc là, tu étais plus sur du contrat d'assurance vie, contrat de CAPI, PER. Uniquement, ouais. Exactement, c'était le PERP. PERP à l'époque. Mais c'est exactement ça. Et évidemment, ça te demande quand même d'avoir un certain vernis sur toutes les unités de compte que tu peux proposer à travers. Je pense que Mariam a vécu la même chose au Luxembourg. Et donc, découverte d'un certain nombre de produits que je ne connaissais pas. Mais pour le coup, je connaissais bien l'immobilier puisque c'était probablement la classe d'actifs qu'on distribuait le plus chez ce mandataire. Et puis ensuite, alors moi j'ai fait l'OREP, j'ai pas fait l'IMPI, j'ai fait l'OREP en 2016. Et ensuite de ça, je me suis dirigé... Comme quoi, il y a des gens qui ont des belles carrières, même en ayant fait que l'OREP. Même en ayant fait que l'OREP. comme quoi, même si tu n'as pas fait l'IMPI, tu peux t'en sortir sur ce marché. Et voilà, et ensuite en quittant Oradea-Vie, je suis passé côté... j'aimais bien l'IMO, ça m'intéressait, donc je suis passé côté société de gestion, et où j'ai travaillé donc, entre 2019 et 2022 pour 2 sociétés de gestion assez connues, assez proéminentes sur la place, qui distribuaient toutes sortes de véhicules immobiliers. On peut les nommer, Novaxia Investissement et Corum. Et ensuite de ça, mon ancien patron est venu me chercher il y a bientôt 2 ans en me disant écoute, je monte une société de gestion, j'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler sur la partie distribution. Et voilà, j'ai rejoint l'aventure le 4 janvier 2022 au lancement de Remake.
Remake qui est, on va dire, dans cette mouvance des nouvelles SCPI avec complètement. En fait, une stratégie qui est, on va dire, classique, puisqu'on va retrouver de l'opportunité, du bureau, mais c'est surtout sur l'architecture des frais où vous vous différenciez d'un modèle existant. Exactement. En fait, alors pour la petite histoire, l'équipe qui compose aujourd'hui Remake, la quasi-totalité, on avait déjà travaillé ensemble chez Novax Investissement, et en fait, on était à la conception du tout premier véhicule sans frais d'entrée en SCPI. En fait, c'est la création de mon ancien patron qui s'appelle Nicolas Kert, qui était mon ancien patron chez Novaxa, qui est mon patron actuel aujourd'hui, qui est le président de Remake. C'est sa création. Et donc nous, toute l'équipe, on avait travaillé ensemble sur la structuration de ce produit-là, on l'avait mis en marché. Et donc c'est un produit qu'on connaît bien, c'est un produit qu'on a déjà pu tester par le passé. Donc quand on a décidé de se retrouver pour monter cette boutique-là, on a eu envie de retravailler sur cette offre qui, à notre sens, est une offre qui va trouver sa place progressivement dans ce marché de la SCPI. Aujourd'hui, il y en a que 3, il y a un 4e, je crois, qui vient de se lancer, il y en a 2 dans les tuyaux. Mais ça reste encore anecdotique quand on regarde à côté les 214 ou 215 SCPI qui existent déjà, qui sont toutes fabriquées pareil depuis 60 ans. Nous, on pense que ce produit-là va trouver sa place. On parle souvent de ce chiffre de 200 SCPI, mais la réalité du marché, celle qui collecte vraiment et qui ont une collecte significative. Il y a 3 strates en fait. En fait, il y a, je crois que pour avoir le chiffre exact, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui viennent de se lancer, donc je vais être à 1 ou 2 près, il y a pratiquement 220 SCPI aujourd'hui qui existent sur le marché. Tu en as un tout petit peu moins de 100 qui sont des SCPI de rendement ouvertes à la collecte, parce que tu as des SCPI fiscales qui sont millésimées et donc dans lesquelles tu ne peux plus rentrer par la suite. Et ensuite, tu as des SCPI à capital fixe qui sont un peu en déshérence et qui collectent plus grand chose et dans lesquelles tu peux plus vraiment rentrer aujourd'hui. Mais tu as, on va dire, un tout petit peu moins d'une centaine de SCPI dans lesquelles tu pourrais rentrer et effectivement, 80% de la collecte se fait sur une trentaine de véhicules. D'accord. Ok. Et bien évidemment, on reviendra sur les sujets des liquidités. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, mon interrogation en ce premier trimestre 2023, je me posais la question, c'est pourquoi avec des rendements, notamment sur le crowdfunding immobilier, qui étaient bien au-delà du sans risque, mais une augmentation, je pense, avec la montée des taux de ta prime de risque. Aujourd'hui, est-ce que le ratio rendement-risque est toujours intéressant versus... Non pas, je dis pas qu'on va pas gagner 1 euro, mais souvent, moi, le débat que j'ai, c'est toujours me référencer au sans risque. C'est quel est l'intérêt que j'ai à proposer à un client de risquer son capital si c'est pour faire 1% de plus ou 2% de plus, et même qu'on parle de tout petit placement, puisqu'on peut investir un minimum combien en crowdfunding ? Chez nous, c'est à partir de 1 000 euros. Voilà. Donc, 1 000 euros, te dire que tu vas faire 9% sur 1 000 euros en risquant ton capital alors que tu peux faire 4%, donc 5%. En pourcentage, c'est énorme, tu vas me dire, l'écart. Mais sur 1 000 euros, voilà. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que vous avez vu beaucoup moins de dossiers se faire ? Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce ressenti-là ? Ouais, donc c'est vrai que depuis le début de l'année, le crowdfunding immobilier, on se pose toujours la question, est-ce qu'on continue à investir ? Est-ce que c'est pas la fin du crowdfunding ? Et en plus, on est souvent opposé à la SCPI. Le sujet, c'est de se dire, aujourd'hui, avec le crowdfunding immobilier, déjà, tu peux investir à partir de 1 000 euros. Et donc, c'est quand même un ticket d'entrée qui est faible. Et tu as même d'autres plateformes qui ont un ticket d'entrée à partir d'1 euro. Donc, ça permet vraiment à tout le monde, de manière générale, de pouvoir investir en immobilier et d'accéder à ce qu'offre et en tout cas les rendements que te propose l'immobilier. Donc déjà, il y a cet aspect-là, le fait que le ticket d'entrée soit très faible et que tu puisses accéder facilement à l'immobilier. Et il y a aussi l'aspect diversification. Tu as aujourd'hui, si tu prends toutes les plateformes de crowdfunding, tu as 14 projets par jour. Donc, tu peux diversifier ton patrimoine et tu peux investir sur pas mal d'opérations. Donc, certes, si tu compares ça à du non risqué, tu vas avoir le risque en tout cas, le delta entre les deux est peut-être pas si important que ça. Mais finalement, tu as une capacité de diversification qui est importante et qui te permet presque d'arriver à du non risqué, finalement. Donc, tu arrives à équilibrer. Aujourd'hui, on sait que le portefeuille des investisseurs, en moyenne, ils sont inscrits sur 5 plateformes différentes. Ils ont une centaine de projets en cours pour 100
200 000 euros, tu vois, à peu près. Donc, ils ont quand même un gros D'accord, portefeuille. ça, c'est le profil moyen. Ouais, le profil moyen de l'investisseur type aujourd'hui en crowdfunding. Donc là, je t'avoue, je ne connaissais pas ces chiffres, mais je suis impressionné parce que ça va un peu à l'encontre de l'image que j'avais de la démocratisation, parce que tout le monde n'a pas 100 000 euros. Moi, en fait, ce qui me fait peur sur cette donnée de vouloir tout démocratiser, c'est le mass market, l'afflux. Il faut bien alimenter les plateformes et mettre des projets, et que c'est comme ta cueillette pour les cèpes. Au bout d'un moment, tu as ratiboisé ce terme. Je crois qu'on ne l'a pas utilisé depuis 1973. Ratiboiser voilà, faut retrouver des endroits. Et au bout d'un moment, est-ce qu'on n'a pas tendance, et c'est pareil sur la SCPI, sur la surcollecte, à prendre des projets un peu moins bien, parce qu'il faut toujours alimenter. Les gens adorent la nouveauté. On parlait avant de commencer de séries. Et maintenant, on est sur des plateformes où il y a de plus en plus, parce que les gens veulent de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Et est-ce que toi, tu as vu une dépréciation de la qualité des projets ou pas ? Non, je dirais pas ça, parce que du coup, aujourd'hui, tu as quand même un ralentissement dans le temps de collecte. Je sais pas si tu te rappelles du crowdfunding au début. Tu lançais une collecte de 1 million, en moins d'1 minute, on avait Oui, il y a beaucoup de gens sur LinkedIn qui communiquaient. Exactement. Et aujourd'hui, en fait, ça va beaucoup moins vite, parce que tu te rends compte que les investisseurs ont pris en capacité à analyser les projets. Et donc, du coup, ça va beaucoup moins vite. Donc, tu peux plus lancer un projet lundi, un projet mercredi, un projet vendredi en disant je vais faire de la quantité. Il y a vraiment une analyse qui est beaucoup plus poussée. Elle était déjà auparavant, et aujourd'hui, en fait, avec les risques qui sont afférents au crowdfunding immobilier, la commercialisation, la capacité au porteur du projet à réaliser son opération, les analyses prennent plus de temps. Donc nous, on a sorti par exemple moins de projets sur Baltis en 2023 que ce qu'on a fait en 2022, et tu le vois sur l'ensemble des plateformes aussi, il y a un ralentissement. Néanmoins, il y a des collectes qui sont plus importantes. Aujourd'hui, si tu regardes ce qu'on a collecté donc sur tout le marché crowdfunding en 2022, et si tu regardes ce qui va être collecté en 2023, le chiffre est quasiment identique. On est à 1,5 milliard quand en 2022, on avait fait 1,6 milliard. Et en fait, ça s'explique parce que tu te substitues aux banques qui aujourd'hui mettent du temps à sortir, elles ont un peu fermé les vannes et elles financent beaucoup moins. Et donc nous, on finance des projets qui sont plus importants, mais on en finance un peu moins. Donc avec une qualité qui est... Mais vous avez des propositions, quoi, vous recevez beaucoup plus de dossiers vu que les banques, il y a donc des gens n'ont plus que... Et nous, on a fait les calculs, on a refusé 3 dossiers sur 4. Donc on a financé beaucoup moins de projets, mais des montants qui sont beaucoup plus importants. Et vous financez essentiellement du commerce, du résidentiel, beaucoup. Ça représente encore 80% de ce qu'on finance aujourd'hui. Ok, d'accord, mais ça c'était une question qui... Oui, je regarde mon téléphone, ne pensez pas que je lis mes textos. C'est simplement que j'ai pris des notes, j'ai oublié mon cahier et vite dans les transports, j'ai renoté sur mon téléphone. Voilà, oui, mais moi c'est ce qui me fait un peu entre guillemets, dans cette remontée de taux. Le commerce, c'est un marché à part avec des indicateurs différents. Le résidentiel, aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de promoteurs qui ont des grosses difficultés. Est-ce que faire du crowdfunding en résidentiel, est-ce qu'on n'augmente pas son risque aujourd'hui ? On n'est pas obligé de financer de la promotion immobilière. Nous, on finance beaucoup de marchands de biens. Et ça représente pareil 90% des opérations qu'on finance. On a fait très peu de promotion immobilière. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la majeure partie des opérations qui sont en difficulté, c'est les opérations de promotion. Donc, pour certaines qui sont totalement à l'arrêt. Tu as derrière des acquéreurs qui n'arrivent pas à obtenir des financements. La commercialisation qui est totalement à l'arrêt. Donc ça, c'est vraiment les opérations qui sont vraiment en difficulté. Ok, donc il faut bien faire la différence entre opération de crowdfunding sur de la promotion immobilière, sur du marchand de biens, et dans ce cas-là, on peut aller sur du résidentiel. Ouais. Ok. L'augmentation du taux de défaut, il en est où ? L'augmentation du taux de défaut, c'est le grand sujet et tout le monde regarde ça. Oui, Benoît nous a montré une courbe tout à l'heure en off, j'essaierai de vous la monter dans le montage. Elle ne concerne pas les taux de défaut. Pardon ? Peut-être que pas les taux de défaut. Les retards, non ? Les retards, oui. Les dates de sortie prévues. Des différents projets. Différents projets, oui, où on voit que ça se décale dans le temps. Oui, il y a eu un vrai engouement, mais tu en parleras beaucoup mieux que moi. Il y a un vrai engouement pour cette typologie de placement depuis, grosso modo, début des années 2020. Et en fait, ça c'est venu nourrir beaucoup de projets. Et donc, il y a beaucoup de projets qui sont prévus de sortir
2024, 2025. Ok. Donc oui, pour le taux de défaut, pour revenir, on va venir après sur le des OP. Le taux de défaut, il est encore très faible. Hein. Il représente moins de 5% sur l'ensemble des plateformes. Mais ce qu'il faut regarder et qui est important aujourd'hui, c'est le taux de retard. Ça, c'est important et c'est pertinent, et surtout la nature des retards. Tu as un taux de défaut. Aujourd'hui, la définition, elle est simple. Quand il y a une juridiction qui a déterminé, qui a acté que l'opérateur ne sera pas en capacité de vous rembourser 100% de ce que vous aviez investi, on considère que c'est un défaut. En revanche, tu as le taux de retard qui, lui, a énormément augmenté. On est à plus de 14% sur l'ensemble des opérations, et tu as des retards qui sont contractuels. Donc, c'était prévu. On sait que l'immobilier, ce n'est pas une science exacte. Tu peux avoir une promesse qui se décale, etc. Et donc, du coup, il va venir rembourser avec un peu de retard. Et de l'autre côté, tu as des retards qui sont non contractuels. Tu as des opérations, ça fait 2 ans, il ne s'est rien passé. Tu as un peu moins de nouvelles de l'opérateur, tu ne sais pas trop où tu en es. Et donc là, on considère que tu es en retard et qui va certainement peut-être découler sur un défaut. Donc, il faut vraiment regarder la nature des retards et si c'est des retards qui sont contractuels ou des retards qui sont non contractuels. Ok. Et la durée moyenne d'une opération était de... Elle était de 12 mois auparavant, donc très très court hein, pour un investissement. Et aujourd'hui, elle tend plus vers du 18 voire 24 mois. Ok, donc là, par exemple, je décide de partir sur un projet de 12 mois. Ouais. Malheureusement, je ne suis pas livré au 12e mois. Ça décale, je touche quand même du rendement ou c'est simplement le rendement total de l'opération, je vais devoir diviser sur une durée Tu touches des intérêts jusqu'au dernier jour du projet, jusqu'au remboursement. Donc même si il peut y avoir un retard, finalement les investisseurs continuent d'être rémunérés. Donc parfois, comme on dit, si c'est une promesse qui se décale, etc., tu prends 3 mois d'intérêt supplémentaires. Mais tu es remboursé jusqu'au dernier jour du projet. Ok, donc ça c'est bon à savoir que oui, un retard, ça peut... Mais de toute façon, je pense que vous vendez en direct, mais vous devez... tout s'occuper aussi des CGP. Notre boulot de CGP, c'est de dire surtout ne partez pas sur du crowdfunding immobilier si vous voulez payer l'école de commerce dans 24 mois de votre enfant et que vous avez la traite Oui, c'est ça. Typiquement, j'avais un CGP la semaine dernière qui me dit voilà, Marama, ton opération a l'air top. Une opération de marchand de biens à Paris, dans le Marais, avec un super porteur de projet, etc. Et il me dit le client, il aimerait bien investir un ticket assez important. Néanmoins, il en a besoin dans 24 mois. Il a des appels de VFA. Je lui dis, non, tu ne peux pas dire à ton client d'investir sur ça. Il y a un sujet de potentiellement retard et il y a aussi un sujet de défaut qui peut arriver. Donc, ou alors, tu investis un ticket moins important, mais en tout cas, c'est sûr que c'est de l'argent qu'il faut se dire. Enfin, c'est de l'argent que, quand on investit en crowdfunding, qui peut être immobilisé très longtemps. Donc, il faut vraiment en avoir conscience. Mais je pense que sur ça, les CGP font assez bien leur travail. Et les investisseurs, quand ils viennent investir en crowd, ils sont assez avertis des différents risques et des différentes situations qui peuvent découler. Ok. Donc, pour revenir sur ta courbe, Benoît, tu peux la réexpliquer ? Ouais, c'était simplement... En fait, ça montrait simplement l'engouement qui a été généré par cette nouvelle offre, qui est assez récente. Et du coup, la quantité de cash qui a été collectée, donc la quantité assez exponentielle de produits qui ont été financés grâce à cette collecte. Et donc, avec les sorties prévisionnelles vendues au moment de la souscription, on s'aperçoit que tu as assez peu de projets par rapport au total du marché aujourd'hui qui existe, qui était prévu de sortir jusqu'à fin 2023, mais que très vite, à partir du début de l'année 2024, on s'aperçoit qu'il y a énormément de projets qui sont supposés déboucler entre début 2024 et fin 2025. Donc, ouais, une épée Damoclès, tu veux dire qui... Non, du tout, mais ça va être très intéressant de suivre exactement ce qu'expliquait Marama, c'est que aujourd'hui, on a un échantillon sur lequel on est capable de faire des stats, 14%, et que cet échantillon, en fait, la base sur laquelle on fait des stats va grossir exponentiellement dans les 12-24 mois qui viennent. Donc, ça va être intéressant de suivre justement les indicateurs qu'indiquait Marama, parce que ça va être de plus en plus représentatif d'un grand nombre de projets. Oui, bien sûr. Et... tu vas pas le dire parce que c'est difficile pour toi de balancer sur les concurrents, mais moi je connais un peu Alexandre et je vois comment vous bossez chez Baltis et je pense que c'est plutôt clean. Après, l'engouement aussi, personne ne le dira dans un micro, un podcast, mais je pense que aussi dans ce monde-là, il y a des gens qui montent des plateformes, je vais pas donner les noms, mais qui sont beaucoup moins regardants sur les opérations et qu'il faut du catalogue, il faut du stock et que là, effectivement, quand on n'est pas précautionneux sur ce qu'on finance, forcément, les taux de défaut vont augmenter, quoi. C'est sûr, mais moi, je pense qu'effectivement, de l'autre côté, en face, tu as des investisseurs qui sont beaucoup plus avertis maintenant.
Peut-être qu'auparavant, sur le schéma que tu nous montrais, effectivement, il y a eu une grosse collecte, un très fort engouement, et peut-être que les investisseurs investissaient en disant c'est nouveau, il y a un taux de rendement qui est super attractif, on y va. Et aujourd'hui, moi, j'ai en face de moi des investisseurs qui seraient limite capables de venir bosser avec les analystes chez nous et qui sont capables de bien regarder, bien analyser, bien comprendre. Et donc, tu peux pas juste leur proposer des projets, du catalogue, juste pour entrer plein d'opérations, allez-y, investissez, quoi. Je trouve que un peu le retournement du marché a permis aussi de l'autre côté de purger un peu et ils ont une meilleure lecture en fait du marché, de ce qu'est le crowdfunding immobilier. Je pense que tu posais la question il y a 3 ans à un investisseur, il n'était pas trop capable de te parler du défaut, enfin du risque de commercialisation. Il voyait Paris 10%, 12 mois. Bon. Qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? 1 000 euros, j'essaye, j'y vais. Et aujourd'hui, ils regardent vraiment dans le détail. J'ai des investisseurs qui posent des questions qui sont vraiment pertinentes. Et je me dis, OK, ils ont bien compris. Et le fait que le marché se soit un peu tendu, ça a permis aussi aux investisseurs d'être un peu plus avertis, aguerris, quoi. Je pense que tu as un énorme effet lié à tes confrères. En fait, c'est un produit au départ qui était acheté par les gens directement sur Internet. Et puis maintenant, c'est distribué à travers des conseillers en gestion de patrimoine. Et donc, qui, eux, vont poser les questions, vont se renseigner, qui passent ces informations-là au client final, qui du coup, à force de faire des opérations en ayant beaucoup d'informations, s'éduquent, en fait, sont de plus en plus avertis. Et en fait, on en revient là, c'est le fait de passer par un professionnel compétent te permet d'être beaucoup plus précis dans tes investissements et de faire de meilleurs choix. C'est quelque chose qui était un peu vendu au départ directement en B2C sur Internet. Et là... par des intermédiaires. Après, l'intermédiation, comme chacun le sait, a un coût. Donc forcément, ça va impacter ton rendement. Et c'est ce que vous avez essayé de maîtriser avec une vision différente de rémunérer vos distributeurs avec Remake pour impacter le moins possible la performance nette du client. Et après, effectivement, c'est du temps pour nous d'analyser. Est-ce que tout le monde a cette capacité chez les CGP? Je ne sais pas. Et cette disponibilité, puisqu'aujourd'hui, on fait une parenthèse sur le métier, on voit la concentration avec des portefeuilles de 1000, 1500 clients, 2000 clients. Déjà, gérer tout ça. Donc, on en a beaucoup quand tu es déjà sur de la SCPI, déjà sur des fonds actions, des fonds obligataires, plein de choses. Si tu rajoutes des classes d'actifs et ainsi de suite, du private equity, on va dire société, du crowdfunding, ça commence à faire beaucoup. Et moi, je vois et je le dis qu'on ne peut pas se permettre d'auditer. En général, on travaille avec quelqu'un qu'on connaît sur le crowdfunding IMO. Tu ne peux pas travailler avec tout le monde. Tu ne peux pas analyser l'ensemble des plateformes. Donc voilà, après, à tort ou à raison de privilégier... Baltis ou un autre, voilà, après ça c'est chacun qui voit et qui assumera les défauts et voilà, mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est le boulot du CGP de filtrer tout ça. En tout cas, l'intérêt de passer par un CGP, à mon sens, il est là. Bien sûr. Oui, donc tu disais rémunérer peu importe on décale, mais du coup, est-ce que la durée moyenne qui était de 12 mois, tu disais au début de la création du crowdfunding, est-ce que là, dans les années à venir, elle va être beaucoup plus longue même pas dans les années à venir, c'est déjà le cas actuellement. Ce qu'on finançait fin 2021, début 2022, du 12 mois, avec 2-3 mois de retard, donc durée moyenne 13,4 mois. Là, aujourd'hui, la moyenne, elle va avoisiner les 18 mois. Et en fait, ça va avec le marché. Aujourd'hui, tu as des opérateurs qui mettent plus de temps à sortir leurs opérations. Donc, les opérations sont plus longues. Néanmoins, si tu compares ça à d'autres types d'investissements, ça reste quand même très, très court, 18 mois sur de l'immobilier. Donc, en tout cas, ça n'enlève rien à l'attractivité du produit, même si la durée a un petit peu augmenté de quelques mois. Ok. Et la moyenne des rendements, à peu près ? On est passé en début d'année à 10,6 et nous, on a financé beaucoup d'opérations à 11%. Donc, on est quand même sur du 11, du 12. On a vu des plateformes de la semaine dernière faire du 13%. Et on rappelle pour nos amis de l'autorité des marchés financiers qu'on parle de rendement passé et certainement pas de rendement futur et que des rendements aussi élevés nécessitent une prise de risque. Donc ça, il faut bien faire attention et que les performances passées ne prévalent pas des
tout à fait. des performances futures. Et donc là, à peu près, vous pensez que le marché va se maintenir en termes de rendement ? Moi, je pense que ça va se maintenir. On a vu l'inflation augmenter, les investisseurs, attendez, on va augmenter jusqu'à combien les taux ? On veut du 13, du 14, du 15%. Et en fait, il faut aussi coller les taux à la réalité du marché. Certes, l'immobilier est un peu chahuté en ce moment, on ne peut pas dire le contraire. Néanmoins, on a quand même des transactions qui se font toujours, des opérations qui sortent. Les opérations, elles sont juste financées différemment et elles sortent avec un peu plus de délai. Ça ne veut pas dire que pour autant, quand demain on finance un opérateur, typiquement sur l'opération sur Paris, de laquelle je parlais tout à l'heure, on a une hypothèque inscrite de premier rang sur un immeuble à Paris. Bon, ça reste quand même l'immobilier parisien, et Alexandre saura l'expliquer mieux que moi, je pense, mais c'est quand même un marché qui demeure solide, même si tu as peut-être une baisse du prix au mètre carré en ce moment. Si demain il y a un sujet, on récupère quand même un actif qui est situé en plein cœur du Marais. On a quand même de quoi se retourner et on va pouvoir, je pense, et on n'espère pas, mais redistribuer ce qu'on aura aux investisseurs. Ouais. Donc 10%. En fait, on considère, nous, que quand on est à 11%, 11,5%, allez peut-être 12%, on reste quand même en adéquation avec le risque. Tu es quand même sur une classe d'actifs qui reste l'immobilier. Sachant, je précise, ça c'est mon CGP qui résonne, mon esprit de CGP qui résonne toujours en net-net. Donc une fois la fiscalité déduite, qui est la flat tax de 30%. Ouais. Ok. Non, c'est 11% avant impôt, par contre. Oui, mais oui. Okay, je savais pas oui, bien sûr. Mais il faut déduire pour les particuliers qui nous écoutent dans la perf pour avoir la perf net. Ouais. Ok, c'est très clair.